Au moment où on risque un embrasement général au Proche-Orient, est-ce qu'il faut espérer, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir en Ukraine avec la fin peut-être espérée de la guerre en Ukraine? On ne peut pas espérer un traité de paix, les positions de Moscou et de Kiev sont trop irréconciliables pour qu'ils signent un papier commun. Ce que l'on peut espérer, c'est la fin des combats. La fin des combats sur des positions qui sont peu ou prou les positions de ligne territoriale. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus un scepticisme sur une possible victoire ukrainienne, sur le fait que les buts de guerre définis par l'Ukraine soient réalisables. Un scepticisme aux États-Unis, un scepticisme en Europe, mais aussi un scepticisme en Ukraine, et Zelensky a accepté de parler de négociations, ce qu'il refusait auparavant. Et en fait, on voit que par rapport à cela, le monde occidental s'est pris, mais s'est pris à son propre piège. Il s'est pris à son piège en ayant une approche purement émotionnelle de la guerre, en définissant un soutien inconditionnel à l'Ukraine sans voir où étaient ses intérêts à lui, monde occidental. Est-ce qu'il fallait envoyer autant d'aide à l'Ukraine sans peser sur les buts de guerre? Est-ce qu'on ne mettait pas notre crédibilité stratégique en jeu en disant que la guerre ne s'arrêterait jamais tant que les buts définis par Zelensky n'étaient pas réalisés, alors que l'on pouvait penser dès le départ qu'il serait très difficile que ces buts de guerre soient réalisés, rappelons-les, reconquête de tous les territoires, juger Poutine, que la Russie paye les dommages et intérêts, et aussi crédibilité morale, puisque la guerre en Ukraine est venue subir le choc de la guerre de Gaza, où les arguments que nous avions à l'encontre de la Russie se sont trouvés pris en contradiction par le fait que nous soutenions Israël, qui lui aussi acquiert les territoires par la force et qui lui aussi bombarde de façon beaucoup plus constante, massive, des populations civiles qui par ailleurs sont soumises à un blocus. Et donc nous sommes affaiblis, nous occidentaux, en poursuivant des buts stratégiques qu'on n'avait nous-mêmes pas définis, puisque c'est l'Ukraine qui les a définis et qu'on n'a jamais cherché vraiment à les influencer dessus, et en définissant des critères moraux et émotionnels que nous avons nous-mêmes piétinés dans d'autres circonstances. En fait, cette approche purement émotionnelle qui a frappé tous les plateaux de débat télévisés a un peu conduit les dirigeants à suivre le même discours. On a vraiment eu une logique purement émotionnelle. Alors je sais que la réelle politique a mauvaise presse, on l'a souvent reproché dans le sens tout à fait inadmissible d'avoir une approche réelle politique dans ceci, mais finalement la posture morale est amenée à la poursuite des combats et à beaucoup plus de morts. Dès que l'on voulait avoir une approche réaliste du conflit, on était traité de poutinolâtres, de collabos, de munichois, mais en fait, les faits ont la tête dure. Et c'est bien une approche réaliste qui va primer par la suite. La réalité va l'emporter sur l'émotion. L'émotion ne fait pas une politique, l'émotion ne change pas le rapport de force. Et le rapport de force, c'est quoi? La Russie a l'arme nucléaire, donc on n'ira pas chercher Poutine à Moscou pour le transférer à La Haye pour qu'il soit jugé. 2, la Russie a 4 ou 5 fois plus de population que l'Ukraine, et donc, sauf à envoyer des soldats de l'OTAN se combattre aux côtés de l'Ukraine, ça a été proposé par certains. J'avais mis des doutes, j'ai été immédiatement traité de même de Marcel Déat pour dire que ça serait pas une bonne idée d'envoyer des soldats combattre en Ukraine. En fait, on l'a pas fait, heureusement, personne ne le voulait d'ailleurs, à part certains Churchill de comptoir en France, et ça aurait été le début de la Troisième Guerre mondiale, ce qui n'est pas vraiment la meilleure des solutions. Et donc, comment la guerre va se terminer? Par épuisement des combattants, à peu près sur les lignes de combat actuelles. La Russie n'aura pas tout ce qu'elle veut et l'Ukraine devra en rabattre sur ses buts de guerre initiaux. Oui, c'est effectivement très regrettable que la Russie puisse acquérir les territoires par la force. Ça va arriver là, mais en même temps, la Russie sort plus faible de cette guerre qu'elle n'y est rentrée. Et ça, c'est aussi une leçon pour ceux qui voudront faire des guerres dans le futur. En fait, il y a de moins en moins d'Ukrainiens qui veulent combattre. Kiev n'est plus en cause. Ce n'est plus la souveraineté de l'Ukraine, c'est son intégrité territoriale qui est en cause. Et les Ukrainiens ne veulent plus être envoyés au casse-pipe, surtout que beaucoup estiment qu'il y a un traitement inégalitaire de ceux qui sont envoyés au front par rapport à ceux qui peuvent rester planqués. Et même Poutine a de plus en plus de mal à mobiliser. Il doit très régulièrement augmenter les soldes et les primes d'engagement. Il y a déjà 1 million de victimes, environ sans doute 200 000 morts côté russe, entre 100 et 150 000 morts côté ukrainien, le double en termes de blessés, de mutilés. Il faut arrêter le massacre. Surtout qu'on peut continuer une guerre si on pense qu'on peut en changer le cours. Mais là, on voit très bien qu'on peut continuer la guerre des années, et finalement faire plus de victimes sans changer le cours de la guerre. Si Trump gagne les élections, il y aura un arrêt immédiat de l'aide américaine à l'Ukraine, et donc que fera-t-on, nous les Européens? Et si c'est Kamala Harris qui gagne les élections, ça sera un arrêt en pente douce. Mais au fur et à mesure, il ne sera plus possible d'envoyer chaque année des dizaines de milliards de dollars en Ukraine, parce que même s'il perd les élections, Trump aura réussi à marquer le débat et à imposer ses termes du débat sur ce sujet.
Poutine, lui, a des élections législatives en 2026. Alors bien sûr, ça compte pas pour grand-chose, elles sont gagnées d'avance, mais il y a une sorte de formalisme chez Poutine. Il voudra présenter un bilan positif avant d'aller devant les électeurs. La ligne rouge pour lui, c'est une Ukraine qui serait dans l'OTAN, ça il ne l'acceptera jamais. Par contre, il va accepter, c'est son intérêt, que l'Ukraine puisse rentrer dans l'Union européenne, parce que c'est le meilleur moyen de gêner l'Union européenne, de la rendre de moins en moins gouvernable et de la ruiner par les aides massives que l'Ukraine devrait pomper si elle rentrait dans l'Union européenne. Et donc il fera une concession en apparence tactique, mais qui en fait sert ses intérêts pour mettre un peu plus de désordre dans les pays occidentaux si l'Ukraine devait être acceptée dans l'Union européenne. Donc oui, cette guerre est illégale. Oui, il y a des crimes de guerre qui ont été commis. Oui, Poutine devrait être jugé. Bon, il ne le sera pas, mais sa marge de manœuvre sera limitée. Sa place dans l'histoire de la Russie sera moins grande parce qu'il a affaibli son pays et il pourra moins se déplacer par la suite. Mais dans la mesure où nous ne pouvons pas, nous, changer cette réalité pays occidentaux parce que nous ne voulons pas rentrer dans une guerre directe contre la Russie, eh bien, il faut qu'on arrête de marteler des choses dont les pays du Sud voient très bien qu'elles ne sont pas crédibles et trouver un nouveau mode de relation avec les pays du Sud sans faire de l'attitude par rapport à la guerre Russie-Ukraine l'alpha et l'oméga de nos relations parce qu'on y perd notre crédibilité, à la fois stratégique. On ne va pas renverser le cours de la guerre. Morale, on fait l'inverse pour Israël. Donc voilà, il est probable que cette guerre se finisse et que les relations entre le monde occidental et la Russie sont coupées durablement. Nous ne pouvons pas accepter cette guerre, nous ne pouvons pas accepter ces conquêtes territoriales, et beaucoup de Russes ne pourront pas accepter le tour de vis dictatorial que Poutine a donné. Donc Poutine affaiblit la Russie, mais ne rêvons pas d'un monde idéal dans lequel nous pourrions le déloger de l'Ukraine.